Bonjour à tous et bienvenue au Bruit de la Ville, chaîne de podcast dédiée à la ville, cet espace si riche, multiple et protéiforme où plus d'une personne sur deux vit aujourd'hui et bientôt 7 personnes sur 10 en 2050. Un temps d'échange avec un invité du jour pour s'y pencher, l'ausculter, l'étudier, la comprendre afin de projeter sur elle un avenir désirable pour nous tous, hommes, plantes et animaux, pour la nature au sens large dans une recherche de symbiose et d'harmonie. Alors le thème du jour est celui des politiques publiques urbaines, ou comment les institutions ou acteurs publics s'intéressent-ils aux faits urbains et sous quel prisme. Nous aborderons particulièrement le sujet de l'inclusion, puisque c'est l'axe porté cette année par notre invité, questionnant les relations entre l'espace urbain et les processus d'appropriation. Nous traverserons ces notions aussi de politique publique au sens large, là où, comme le dit notre invité, il faut mettre en œuvre des actions transversales de type laboratoire, où tous les acteurs se croisent pour porter les cultures urbaines. Alors Jean-Christophe Levasseur, bonjour. Bonjour. Jean-Christophe est un jeune quarantenaire prolifique qui a déjà un parcours riche et pluriel. Après avoir obtenu avec succès le master média, art et création de HEC, il commence en 2004 comme chargé de prod, puis comme adjoint administrateur au Théâtre National de Chaillot. Il devient à 25 ans l'administrateur du Théâtre de la Manufacture, Centre Dramatique National à Nancy, sous la direction de Charles Torgeman. Il y reste 2 ans. Il passe les 2 années suivantes au ministère de la Culture et de la Communication, où il est chef du bureau du service audiovisuel public. Il arrive à Lille en 2011 pour prendre le poste de directeur de la culture de la MEL, Métropole européenne de Lille. Et depuis 2016, il est dorénavant le directeur de la Condition publique. C'est un établissement public culturel qui se situe à Roubaix, qui est un ancien lieu industriel réhabilité par Patrick Bouchin, architecte, à l'occasion de la capitale européenne de Lille 2004. La Condition publique, c'est un nouveau lieu qui s'affirme comme un laboratoire créatif, pluridisciplinaire, au croisement de l'art, des créativités en innovation sociale, urbaine et environnementale. Il s'est attaché à en faire un véritable fabrique partagée, et selon ses mots, à nouveau, je le cite, « Je travaille avec des gens dont je ne doute pas de leur envie et de leur engagement de porter la culture partout, et pas seulement là où c'est facile. Un vrai engagement de la culture pour tous, donc. » Alors pour commencer, quelques questions sur ton parcours et sur les origines de ton positionnement. Moi, j'aimerais savoir comment on en arrive à devenir une personne, on va qualifier de référente, dans le domaine de la culture, et particulièrement de la culture urbaine. On a le sentiment que c'est une vision, une approche de la culture que tu portes. Quelle est cette clé d'entrée dans cet univers professionnel pour toi ? En fait, j'ai commencé à travailler dans le secteur culturel parce que j'avais une certaine appétence et une pratique même personnelle à l'époque. Et j'ai découvert les problématiques de politique publique en fait au bout, le long du chemin. Donc au début, quand j'étais au Théâtre National de Chaillot, c'était vraiment juste, on produisait des spectacles. Et puis on faisait en sorte qu'il y ait du monde. Et tout d'un coup, quand on arrive dans un lieu comme Nancy et qu'on est dans la situation de devoir discuter avec la ville, avec la région, du financement du Centre dramatique national, et tout d'un coup, on doit se poser la question de quelle est la place de ce Centre dramatique national dans une action publique. Et ça a été un élément déterminant dans mon parcours et qui fait qu'ensuite j'ai voulu passer du côté des politiques publiques et de réfléchir à cela. Et mon retour en fait à l'opérationnel avec la Condition publique, c'était parce que mon parcours dans les politiques publiques m'avait nourri de plein d'idées, de croisements aussi, pas seulement culture, mais aussi avec l'urbanisme, avec le développement économique, les logiques d'innovation, d'attractivité sociale aussi. Et j'ai eu envie de passer à l'action en me disant, tiens, la Condition publique, ça pourrait être le laboratoire où on pourrait essayer de croiser un peu toutes ces dynamiques. Donc, référence, je sais pas, je pense pas, parce que c'est un environnement où il y a plein de gens qui font plein de choses. Nous, on creuse notre chemin à Roubaix et avec les spécificités de Roubaix aussi, quoi. Oui, alors ce que j'entends dans ce que tu viens d'énoncer, c'est le fait que finalement, une vraie, une belle, une bonne politique culturelle, c'est sans doute avant tout une politique culturelle qui s'immerge ou qui s'inspire de son territoire, qui est en lien direct, en immersion dans son territoire. Et c'est ça qui fera que cette politique publique, alors tu l'as d'abord découvert, comme tu le disais, pour des logiques peut-être pécuniaires, de réelle politique, de compréhension de comment on accède à cet argent qui permet d'avoir une action culturelle.
Mais par voie de conséquence, c'est devenu une façon de faire de la culture. Non, mais quand on est dans un centre dramatique national, on est dans un lieu labellisé et il y a un certain nombre de subventions qui sont garanties. Mais c'est vrai que, évidemment, contre cet argent public, on s'inscrit dans une logique de politique publique. Donc c'était ça un peu l'idée. Là, le projet sur la condition publique, c'était vraiment de se dire, comment ce lieu, qui est un lieu magnifique, qui a un potentiel exceptionnel, je pense que toute personne qui rentre dans la condition publique fantasme sur tout ce qu'on pourrait y faire. Sauf que c'est un lieu qui est aussi dans un contexte très compliqué. La ville de Roubaix n'est pas une ville avec comme une autre. C'est une ville où il y a des grosses problématiques sociales, économiques, mais aussi urbaines, puisque c'est une ville qui s'est construite autour de l'industrie. Puis quand l'industrie est partie, même la trame urbaine, elle est un peu remise en question. Et du coup, la condition publique, c'est un lieu quand même de 10 000 m², énorme, presque un château de la culture en apparence. Et on est au cœur d'un quartier populaire. On est assez excentré finalement. Pour venir du centre névralgique de la métropole qu'est Lille, il faut quand même compter 45 minutes de métro plus marche à pied. Et donc, comment on redynamise un projet culturel dans cet environnement-là? Et le pari qu'on a fait, c'est de dire, ça doit être un lieu de fabrique et pas seulement de diffusion. Ça doit être un lieu qui se branche un peu sur toutes les problématiques du quartier et qui fait de ces enjeux urbains, sociaux, environnementaux, la matière première du travail artistique qui va se déployer à l'intérieur et à l'extérieur. Et puis, enfin, c'est aussi de faire de la condition publique un lieu de transmission par le faire, de compétences, pour toutes les personnes qui ont envie de participer. Chacun vient avec un certain nombre de compétences, mais peut aussi en acquérir d'autres ici. Donc, voilà. D'accord, donc la partie qu'on pourrait appeler Fab Lab, c'est ça qui existe aujourd'hui à la condition publique, c'est un outil de transmission, comme tu viens de l'exposer. Il y a un Fab Lab, il y a un atelier de construction, il y a un projet média qui sont tous mutualisés. Et en fait, les outils, nous, ce qu'on fait, c'est l'outil, il va servir à la fois des artistes, il va servir des associations qui ont besoin de porter des projets et qui vont s'appuyer dessus. Il va servir des dynamiques sociales. Il va servir aussi de simples usagers qui viennent en proximité. Et c'est l'outil qui va faire le lien entre ces différents acteurs, puisque il est à partager, il est mis en commun. D'accord. Alors, pour peut-être un tout petit peu recentrer, mais enfin, c'est la poursuite de notre échange, sur la question urbaine que tu abordes sous différents prismes. Alors, je pense à l'exposition qui a eu lieu en 2018 à Bitarium. Je pense à l'exposition aussi Street Génération en 2017, qui est quand même cette question de l'art urbain. Travaux sur les cartographies subjectives. Aujourd'hui, l'exposition urbaine, on va en reparler. Pourquoi la ville est-elle en filigrane au cœur des projets de tes projets et des projets de la condition publique ? Parce que c'est notre environnement, parce que c'est l'endroit de rencontres d'acteurs très différents. On est évidemment, du coup, dès lors qu'on dit que l'urbain, c'est notre matière première, on est évidemment sur l'art urbain et on le revendique, mais on n'est vraiment pas que cela. Et merci de mentionner Habitarium, parce que c'est un objet, on en est très fiers, qui nous a permis de faire dialoguer pendant 2 ans des acteurs publics, des acteurs des milieux économiques, la Fondation Abbé Pierre, l'école d'archi, et le FRAC, enfin aussi des acteurs artistiques, ou comment on peut s'emparer d'une thématique comme l'habitat et produire une saison culturelle, mais qui devient l'écrin d'une réflexion sociétale plus large et l'occasion d'une rencontre entre des acteurs très différents qui font la ville. Parce que la ville, oui, c'est des rues, c'est des maisons, c'est des bâtiments, mais c'est aussi ces interactions et ces connexions entre les acteurs. Et c'est aussi ce qu'on a refait sur Urbaine, où cette fois-ci la thématique, c'était plus l'habitat, mais c'était les enjeux d'égalité femmes-hommes ou de genre dans la ville. Comment la ville, on peut la lire au prisme de ces inégalités ou de ces enjeux. Alors là, effectivement, on est sur... j'allais te poser une question suivante, mais quels est ou sont, selon toi, les enjeux majeurs d'une ville durable, d'une ville désirable pour demain? Peut-être on va faire justement cet aparté sur la question de l'inclusion, parce qu'on sent que c'est un thème aujourd'hui qui est quand même particulièrement, on va dire, d'actualité, qu'on voit assez régulièrement revenir dans des thématiques sociales ou dans des journaux grand public. Vous l'avez abordé sous différents prismes, il y a une exposition, il y a des rencontres, comment vous avez travaillé? Alors, la saison urbaine, en fait, on a pris ce thème de la ville au prisme des inégalités de genre ou des inégalités femmes-hommes, et on l'a
partagé avec toute une série d'acteurs. Donc Magda Danis, qui était la commissaire, qui allait porter une grosse exposition d'art urbain, de street art. Mais actuellement à la Condition publique. Qui a lieu du coup en ce moment à la Condition publique, mais aussi le Fonds régional d'art contemporain. Et il y a aussi une exposition du Fonds régional d'art contemporain qui est construite avec des jeunes de notre projet Labo 148. On a associé des scènes de spectacles vivants, la Rose des Vents, le gymnase, l'attitude contemporaine. On a associé aussi Parcours 59, eux ils sont sur une pratique sportive urbaine, mais qui est assez masculine, et ils travaillent aussi sur la féminisation de cette pratique. On a associé le comité Grand Lille, qui va d'ailleurs venir faire sa plénière la semaine prochaine chez nous sur ce sujet, et bien d'autres, notamment acteurs publics. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est qu'en travaillant sur ces thématiques, on se rend compte à la fois sur l'habitarium et sur urbaine que l'enjeu qui va se cacher derrière la question de l'égalité ou la question de l'inclusion, c'est au final peut-être celui de l'émancipation. Et comment chaque personne a la capacité dans sa ville de se construire, de se sentir compétent pour faire quelque chose et de vivre en dignité dans un espace public. Donc l'enjeu sur l'inclusion femmes-hommes, il nous conduit quand même à cette réflexion, on a pu le constater, à des questions d'engagement, à des questions d'émancipation. Du coup, je trouve que ça fait un lien avec notre mission de transmission et de montée en compétence de tous et de partage de ces compétences. D'accord, donc on sent quand même que globalement, dans les projets menés par la Condition publique, il y a une stratégie de mener des grandes thématiques qui sont des thématiques fédératrices, donc travailler de manière plurielle avec du multi-acteur. C'est quoi le prochain projet ? Alors là, on a envie de tirer un fil sur plusieurs années qui est autour du canal de Roubaix. Parce que ce canal, on est allé s'y poser en 2018, dans le cadre de la saison Habitarium, où on avait déplacé un festival participatif qu'on organise chaque année, qui s'appelle Pile au rendez-vous, qui durait 3 jours. Et on s'est proposé de l'organiser non pas à la Condition publique, mais sur le canal, qui était un peu, même complètement abandonné à cet endroit-là. Et on l'a fait en se disant, c'est l'occasion, collectivement, il y a quand même une 50aine d'associations qui participent à ce festival, de s'interroger sur ce qu'on aimerait bien qui se passe sur ce canal et comment des artistes ensuite peuvent nous aider à le rendre perceptible ou en tout cas nous désaxer sur ce sujet. On l'a fait en 2018, ça a été un grand succès, on y est retourné en 2019. Notre envie aujourd'hui, elle n'est plus de faire le festival en tant que tel, mais on s'est rendu compte que les artistes pouvaient porter sur le canal, dès lors qu'ils sont dans une démarche d'inclusion dans le projet des énergies du territoire, ça peut aider à construire une densité symbolique sur le canal. Et c'est ça qui nous intéresse, c'est est-ce que les projets artistiques peuvent accompagner une reconquête de territoire par une population. C'était un canal patrimonial, industriel, mais avec la chute de l'industrie, la ville lui a un peu tourné le dos. Et aujourd'hui, on a envie de creuser ce sillon. Et ça tombe bien, parce qu'en plus, comme la ville et la métropole ont eux aussi changé de regard sur le potentiel de ce canal, on a peut-être une fenêtre de tir pour vraiment faire... l'art et la culture au service de la reconquête urbaine. Exactement. Comme quoi, en fait, tous les moyens sont bons pour justement aller dans ces redynamisations de territoire. Merci Jean-Christophe. Alors pour finir, on va enchaîner quelques petites questions blitz. Donc voilà, questions rapides, réponses rapides. C'est quoi pour toi la ville de demain ? C'est une ville, je reviendrai sur cette notion d'émancipation, c'est une ville où chacun a l'envie de s'investir. D'accord. Et c'est quoi pour toi quels seraient les nouveaux métiers sur les questions de l'aménagement pour faire la ville de demain ? Est-ce qu'il y a des métiers qui vont émerger dans les années à venir ? Oui, je vais citer Pascal Marquilly du groupe A, que je vous conseille d'inviter. C'est quelqu'un de passionnant. Il pense qu'il faut des commissaires urbains. Tu vois, voilà, ça rejoint justement ce que tu disais tout à l'heure. Est-ce que ton prochain grand projet, ça, tu y as déjà répondu, donc ce travail sur le canal. Est-ce qu'il y a un livre qui t'a marqué récemment, il y a longtemps, ou peut-être même un film, si tu souhaites citer un film ? Récemment, Pierre Lemaître. J'aime beaucoup cet auteur, son style, son écriture, mais ça, on s'éloigne complètement de la logique urbaine, mais c'est plutôt dans la galerie de personnages qu'il est capable de traiter avec beaucoup d'humour et un style extrêmement incisif. D'accord. Alors, est-ce qu'il y a un dernier projet que tu aurais visité qui t'a provoqué une émotion ? Alors, ça peut être
un bâtiment, comme ça peut être une exposition. Tu as ressenti une émotion? Moi, j'ai eu beaucoup d'émotions à voir le résultat de la collaboration du FRAC avec le Labo 148. De voir comment des jeunes de Roubaix et de la métropole, ça fait quelques années qu'on les accompagne pour que, justement, ils se forgent leur propre prise de parole, etc. Et comment ils ont su plonger dans une collection d'art contemporain, choisir des œuvres, leur faire dire des choses qui pour eux étaient importantes. J'ai été extrêmement heureux du résultat. Je trouve que c'est une exposition qui a une très grande force et qui est super en complément de l'exposition d'art urbaine, qui elle est avec des grandes stars du street art, etc. Mais du coup, on a deux regards, et ça c'était bien. Des découvertes sinon ailleurs, parce qu'il ne faut pas parler que de la condition publique. J'ai découvert il n'y a pas longtemps, je ne les connaissais pas, Bolwerk, à côté de Courtrai. Il y a un collectif qui a investi une friche pour en faire leur atelier, mais c'est aussi un lieu avec un café, des événements, etc. Et ils ont une démarche qui est assez chouette et hyper généreuse. C'est des gens que j'aime beaucoup. Très bien. Une dernière petite question, Blitz à nouveau. Tu as une destination de vacances privilégiée à venir, ou alors peut-être un endroit refuge où tu as besoin d'aller parfois pour te ressourcer? Je n'ai pas d'endroit refuge, mais j'aimerais bien aller en Haute-Normandie. C'est un endroit que j'aime bien. Déjà parce qu'il ne fait pas trop chaud et j'aime pas trop la chaleur. Mais aussi parce que voilà, c'est magnifique, toutes ces falaises et le contraste rapide entre la mer et la campagne très très verte, puisqu'il pleut quand même beaucoup à l'intérieur. Mais c'est des endroits magnifiques. Parfait, écoute, un grand merci à toi Jean-Christophe pour avoir accepté notre invitation à cette session de podcast des bruits de la ville. On se retrouvera prochainement avec un nouvel invité, mais là ce sera une autre histoire urbaine.